Konnichiwa, yokoso, irashaimase! Bref, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette 27e vidéo. Jusqu'ici, je vous ai beaucoup parlé des différents châteaux du Japon, de leur classement, de leurs bâtiments, etc. Mais je ne vous ai jamais parlé d'une des constructions les plus importantes des châteaux. Je veux bien entendu parler des murs en pierre, aussi appelés Ishigaki en japonais, qui sont vraiment le symbole de défense par excellence. Et je vais donc profiter de cette vidéo pour vous parler des différents types de murs en pierre, comment les reconnaître et connaître leurs caractéristiques, histoire d'être capable de les identifier lors de vos prochaines visites. Par rapport au terme Ishigaki, il est composé de deux kanji. Le premier, Ishi, est celui de la pierre, et le second, Gaki, signifie barrière ou encore clôture. On a donc affaire ici à une barrière faite de pierre. D'ailleurs, j'ai pour habitude d'appeler cela un mur en pierre, mais pour être plus précis, il s'agit d'un mur de soutènement à vocation défensive. Il faut savoir que l'évolution des techniques de construction des Ishigaki ne s'est pas étalée sur des centaines d'années, mais seulement sur une quarantaine d'années. Et dans ce laps de temps très court, les techniques se sont énormément améliorées. Les Ishigaki peuvent généralement être répartis en 6 groupes, qui sont faits de 2 familles différentes, avec chacune 3 techniques différentes en fonction du degré de traitement et d'empilement des pierres. Donc en fonction du type de château et de l'époque, on trouve différents types d'Ishigaki. Et ce sont dans les châteaux en montagne, pendant la période Sengoku, au milieu du XVe siècle, que sont apparus les premiers Ishigaki. Ils étaient surtout utilisés pour renforcer un endroit important et bien précis du château et n'étaient pas utilisés à leur plein potentiel pour entourer l'ensemble du site. Ils ont vraiment commencé à entourer l'ensemble du château et délimiter les différentes enceintes à partir de l'époque dite moderne des châteaux qui commence avec le château de Azuchi aux alentours de 1573. À partir de cette date, les Ishigaki vont connaître une évolution fulgurante de leur technique de construction répartie sur donc une quarantaine d'années jusqu'au Ikkoku Ichijorei de 1615, qui est donc l'événement qui décida de drastiquement réduire le nombre de châteaux dans le pays. À partir de là et jusqu'à la fin de la période Edo en 1868, les techniques n'évolueront plus. Maintenant, je vais vous présenter les différents types d'Ishigaki que l'on peut trouver dans les châteaux du Japon. Pour commencer, nous avons 2 familles. La première, nommée Lanzumi, signifie empilement désordonné, qui est donc un style assez chaotique où l'on utilise des pierres de formes différentes. Elles peuvent être de forme rectangulaire ou bien polygonale plus variée. Donc la forme n'est pas harmonisée et les motifs du mur ne forment pas de ligne droite. Cela ne donne donc pas un mur très équilibré. Puis nous avons la deuxième famille, le Nunozumi, qui signifie empilé en tissu, qui est donc un style ordonné où les pierres sont alignées horizontalement. Ici, pour uniformiser le tout, on s'arrange pour travailler les pierres et leur donner une forme identique ou du moins très similaire. Et grâce à cela, on peut construire des murs sans technique avancée. Et donc, à chacune de ces 2 familles, on peut associer 3 techniques de construction différentes. La première, nommée Nozurazumi, qui consiste à empiler des pierres non travaillées. La deuxième technique, nommée Uchikomi Hagi, est faite de pierres qui ont été un peu travaillées par martèlement. Et la dernière, la troisième, le Kirikomi Hagi, pareil, mais cette fois les pierres sont taillées avec une grande précision. Et donc la technique utilisée pour les premiers Ishigaki de l'histoire fut la technique rudimentaire du Nozurazumi. Il s'agit de pierres naturelles pas ou au mieux très peu travaillées qu'on empile pour former un mur. Les formes des pierres sont donc très variées et cela donne inévitablement des espaces entre chaque pierre. Et un mur fait de pierres avec tant d'espace entre elles n'est pas très esthétique sans parler du fait que cela rend la grimpe du mur plus aisée pour les ennemis. Donc pour contrer cela, il était courant de combler les espaces avec des pierres plus petites que l'on appelle Matsumeishi, donc littéralement des pierres qui comblent les espaces. Sinon, ça avait l'avantage de bien drainer l'eau de pluie, mais ce n'était pas la priorité. On retrouve ce genre de mur, donc assez rudimentaire, dans des châteaux en montagne comme à celui de Odani dans la préfecture de Shiga ou encore celui de Takeda dans la préfecture de Hyogo. Puis dans la seconde moitié du XVIe siècle, et donc avec l'arrivée des châteaux modernes, les techniques de construction des Ishigaki font un bond en avant. Et on passe donc de la technique rudimentaire précédente à la technique plus avancée du Uchikomi Hagi. Ici, on va donc plus travailler la pierre pour faire en sorte de réduire les espaces entre elles. Même si ce genre de mur prend plus de temps à construire, il permet de bâtir des murs plus hauts et plus raides. On retrouve ce genre de mur au château de Himeji, de Tottori ou encore de Kumamoto par exemple.
Après la bataille de Sekigahara de 1600 et la victoire de Tokugawa Ieyasu, il restait tout de même de grosses tensions entre les clans Toyotomi et Tokugawa qui ne faisaient qu'augmenter. Et cela a conduit à la construction de nombreux châteaux dans tout le pays et a donc encore accéléré l'amélioration des Ishigaki. Et c'est donc une troisième technique encore plus avancée qui a vu le jour et qui se nomme le Kirikomi Hagi. Ici, les pierres sont finement taillées pour faire en sorte qu'elles soient vraiment collées entre elles sans espace, tel un puzzle. On en retrouve au château d'Edo, de Osaka, de Sunpu ou encore de Nagoya par exemple. Mais un tel travail sur les pierres implique des problèmes techniques de coût et de délai, donc au final, elle ne s'est pas trop répandue, sauf dans les châteaux majeurs cités juste avant parce que c'était des châteaux très importants. Et c'est donc la deuxième technique, dite de Uchikomi Hagi, que l'on retrouve généralement dans les châteaux modernes entre le XVIe et le XVIIIe siècle. On peut voir cette technique comme le meilleur rapport qualité-prix pour un mur en pierre. Parmi les quelques châteaux qui utilisent la troisième technique de Kirikomi Hagi, celui d'Edo possède des murs faits de pierres taillées d'une précision sans égale, et cela sans aucune machine évidemment. C'est assez dur de croire que cette précision fut atteinte à cette époque sans machine ou même sans technologie avancée. Mais comme il s'agissait du château d'Edo, tout était possible car c'était la maison de la famille Tokugawa. Donc si vous visitez le château d'Edo, ces murs si parfaitement construits ne sont pas le résultat d'une construction ou d'une restauration moderne, mais bien de l'époque du shogunat Tokugawa. Après, il existe d'autres façons de faire des ishigaki, mais celles-ci sont beaucoup moins courantes. Nous avons par exemple le Kikko-Ozumi, qui utilise des pierres hexagonales et rappelle un dos de tortue. Aussi le Tanizumi, qui consiste à placer les pierres en diagonale, ou encore le Tamaishizumi, qui consiste à utiliser des pierres rondes. Je vous ai donc présenté les différents types d'Ishigaki, mais au final, peu importe le style ou la technique, on veut juste que ce mur soit le plus solide possible. Et à votre avis, quel paramètre est le plus important pour qu'un Ishigaki ne s'effondre pas? Eh bien, il s'agit de l'angle, et plus précisément de l'angle des pierres qui se retrouvent à l'angle de chaque mur. Cela est d'autant plus vrai qu'il était très courant de construire des yagura, donc des tourettes de coin, à ces endroits et il était important de pouvoir bien supporter une telle charge. Et pour rendre cet angle solide, il était utilisé la technique dite de Sangizumi. Cela consiste à assembler des pierres longues horizontalement en alternant avec d'autres plus courtes. Comme on peut le voir sur cette image, que j'ai honteusement piqué sur internet, on voit que cela consiste à ce que la pierre angulaire rouge prenne en sandwich la pierre angulaire bleue. L'idée est que la pierre rouge est 2 voire 3 fois plus longue que la pierre bleue pour que cela fonctionne au mieux. Ainsi, le coin participe à la solidité de l'édifice dans son ensemble et prend les forces venant des deux côtés. Cette technique a été complètement maîtrisée après la bataille de Sekigahara en 1600, mais il existe des exemples qui montrent que cette technique avait été tentée bien avant. On voit cela assez bien notamment sur un mur du château de Azuchi par exemple. On voit que les pierres horizontales sont empilées en alternance, mais la limite n'est pas nette comme sur l'image avec les pierres rouges et bleues. Et donc, pendant le rush de construction de châteaux après la bataille de Sekigahara, entre 1600 et 1615, on voit l'apparition de murs parfaits qui sont une combinaison des murs Kirikomi Hagi avec en plus l'angle en Sangizumi. On retrouve d'ailleurs cela sur le socle en pierre du Tenshu du château d'Edo. Cependant, l'arrivée au pouvoir de Tokugawa Ieyasu, puis du décret du Ikkoku Ichijorei de 1615, conduisit à fortement restreindre la construction de nouveaux châteaux, ainsi que la réparation et la rénovation. Et donc, par effet domino, les techniques de construction d'Ishigaki n'ont pas pu évoluer davantage, voire ont même connu un certain déclin. Et un dernier point pour finir, on est aussi en droit de se demander qu'est-ce qu'il y a derrière les pierres des Ishigaki ou encore comment le tout est solidarisé à l'arrière. Eh bien, tout est résumé dans cette image, que j'ai aussi honteusement piqué sur internet, et on voit qu'au final, le mur en pierre en façade se repose sur un mur en terre avec un matelas de petites pierres entre les deux. Par exemple, on le voit très bien sur les murs malheureusement effondrés du château de Kumamoto suite au séisme de 2016. Maintenant, avec toutes ces informations, vous devriez être capable de reconnaître les différents types d'Ishigaki, savoir s'il s'agit de techniques avancées ou plus rudimentaires. Cela rajoute un autre moyen de profiter encore plus de vos futures visites de château et de pouvoir analyser autre chose que les bâtiments comme les portes, les tourettes, etc. Cette vidéo est maintenant terminée, merci à celles et ceux qui sont arrivés jusqu'ici, comme d'habitude, j'espère que le tout vous aura plu.
Si vous avez des suggestions pour d'autres vidéos, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Je ne manque pas spécialement d'idées, mais il est possible que j'oublie certains sujets qui pourraient vous intéresser. Pour soutenir la chaîne, toujours les 3 classiques, l'abonnement si ce n'est pas déjà fait, le pouce bleu et le commentaire. Mais surtout, n'hésitez pas à en parler autour de vous également. Je vous dis à la prochaine, sur ce, Wokini!